Je suis en compagnie de Kim Gingras, qui est chargé de projet du Musée de l'accordéon. Kim, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous accueillir dans le Musée de l'accordéon, que j'incite tout le monde à venir voir, parce que c'est, d'abord, le Musée de l'accordéon, c'est aussi notre carrefour mondial de l'accordéon. Ça fait plus de 30 ans qu'on souligne ça ici. Et l'accordéon a toujours fait partie de l'histoire de Montmagny aussi. Tout à fait, oui. Alors, maintenant, on va parler du projet qu'on a pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. C'est une exposition virtuelle du Musée de l'accordéon. Donc, quel est ce projet, Kim? Oui, en fait, comme tu le disais, Michel, le Musée de l'accordéon, depuis quelques années, est en effervescence. On a refait l'an dernier l'exposition permanente, donc c'est pour ça qu'on invite les gens, bien sûr, à venir voir cette nouvelle mouture qui fait vraiment très muséographie contemporaine. On a lancé l'année précédente, donc dans les années 2020, l'exposition virtuelle Le Carrefour mondial de l'accordéon, 30 ans de passion. Et on va lancer aussi une nouvelle exposition au courant de l'été. La date n'est pas encore arrêtée. C'est une exposition qui va mettre l'accent sur les accordéonistes locaux, des années 1950 à 1980 environ. C'est une exposition qui va mettre vraiment la table, qui va présenter des extraits d'entrevues qui ont été réalisés, des montages vidéo qu'on pouvait avoir par exemple dans les soirées, des photographies d'archives qu'on va vraiment montrer aux spectateurs. C'est pour montrer vraiment que Montmagny, bien avant le Carrefour, était déjà la capitale mondiale de l'accordéon. C'est-à-dire, en fait, pour l'accordéon avec une rangée, c'est que c'est ici qu'on aura une effervescence d'accordéonistes amateurs. Il y avait d'ailleurs des gens qui me mentionnaient, dans certaines entrevues qu'on aura réalisées avec des musiciens qui étaient dans les orchestres, qui se promenaient un petit peu partout dans la région, qu'au départ, dans les soirées, comme dans les mariages par exemple, 9 fois sur 10, si on n'avait pas un accordéoniste qui était présent dans le groupe, on ne jouait pas la soirée. C'était quelqu'un d'autre qu'on mentionnait. Et c'était vraiment quelque chose qui est excessivement important dans la région. Cette tradition-là qu'on vient montrer aux gens que même si on a des accordéonistes qui sont dits amateurs parce qu'ils n'ont pas un parcours professionnel à ce moment-là, on a des virtuoses qui sont dans la région. Par exemple, M. Ulrich Lacombe, pour nommer que celui-ci qui fabriquait aussi des accordéons, ou M. André Labonté, sans oublier aussi Francine Desjardins. Donc, c'est des personnalités comme ça qu'on vient aborder dans l'exposition avec des témoignages des personnes directement ou bien avec des personnes qui les auront côtoyés. Cette exposition-là, on va pouvoir la voir sur le site Internet ou encore il va falloir venir ici en même, fait, ça peut se faire sur place? Ça peut se faire directement du domicile. Le lien, lorsque l'exposition sera lancée au courant de l'été, on ne sait pas encore la date exacte, va être disponible sur le site web du Carrefour mondial de l'accordéon, à la section musée. C'est un lien qu'on vient cliquer. Donc, partout dans le monde, on va pouvoir voir l'exposition qui va être à la fois en français, mais aussi traduite en anglais. Donc, c'est vraiment une exposition universelle à ce moment-ci. Et c'est en partenariat avec les musées canadiens virtuels de l'histoire qu'on réalise le tout. C'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, Michel, parce qu'on aimerait ça que les gens, s'ils ont des photographies, par exemple, de différents orchestres, des photos de soirée ou même des vidéos, qu'ils puissent nous les transmettre via l'adresse courriel qui est disponible sur le site web du Carrefour mondial de l'accordéon. Est-ce que vous avez de la difficulté à récupérer parce que bon, c'est 70 ans, plus même 80 là, dans certains cas. 80 ans de musique, là, parce que la musique était, il faut le dire, très populaire à partir des années 40, peut-être avant, mais en tout cas, on nous parle plus des années 40 en montant, parce que moi j'ai des souvenirs, là. Mais c'est 80 ans en montant. Alors, est-ce que vous avez de la difficulté à retrouver ou à reconstituer cette histoire-là? Mais je dirais oui et non. On a une certaine difficulté en ce qui concerne les interviews directement, comme tu me disais, c'est plus années 40, 50, 60, 70. Ça commence à être loin. C'est ça, ça commence à être assez ancien. Nous, on a beaucoup d'archives ici, d'entrevues qui ont été réalisées dans les années 70, 80 par des ethnologues, donc pour glaner de l'information, mais on vient en chercher de manière plus précise en réalisant des entrevues, comme je le mentionnais d'entrée de jeu tout à l'heure, des gens qui ont connu les orchestres ou qui vont assister aux prestations, mais comme tu dis, les gens sont plus vieillissants, donc c'est un petit peu plus compliqué de les rejoindre. C'est pour ça qu'on fait l'entrevue ici aujourd'hui, pour tenter de les sensibiliser et de les rejoindre, de nous contacter si on a des souvenirs ou des événements marquants par rapport notamment aux différents orchestres qu'on avait, comme l'orchestre Montminy, l'orchestre Vizina, l'orchestre Gendron, l'orchestre Messervy qu'on pouvait avoir, ou même aussi sur des prestations qu'on pouvait assister, par exemple, à la Légion canadienne à l'époque, ou même, par exemple, au Bûcheron. Feu l'édifice qui a été démoli dans les années 2000. La JOC aussi. Oui, aussi. Les gens se souviendront, la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, la bâtisse qui était tout juste à côté de l'école Beaubien. Pourquoi
Est-ce que c'est une demande que vous aviez ou est-ce que vous étiez rendu là pour le musée de l'accordéon? Bon, on le sait, il y a un espace réservé ici au manoir Couillard-Dupuis, mais est-ce que c'est une demande que vous aviez de la population d'aller plus loin dans votre offre? En fait, je dirais que c'est dans un esprit de sensibilisation, encore une fois, parce que la plupart du temps, on s'imagine, justement que le Carrefour mondial d'accordéon qui met des figures de proue, des figures mondiales d'accordéon qui viennent jouer ici, qu'on a quand même des gens très professionnels dans la région, même si sont qualifiés d'amateurs. Il y a des gens qui mentionnaient, par exemple, qu'au plus fort de leur carrière en tant qu'orchestre, ils jouaient environ une centaine, voire 120 fois par année, c'est-à-dire qu'ils jouaient le vendredi soir, le samedi après-midi, le samedi soir, puis le dimanche après-midi, en plus d'avoir un emploi régulier. Donc, c'est vraiment cette passion-là, cette sensibilisation que Montmagny a vraiment pour la musique traditionnelle qu'on vient mettre de l'avant et qui sert notamment, je dirais, à deux volets, soit informer la population générale du Canada et de l'extérieur à ce qui se fait ici à Montmagny, mais aussi rappeler du souvenir et vraiment informer les jeunes générations, par exemple, comme à l'école de musique des jeunes accordéonistes qu'on a, ou même ceux qui s'intéressent à la culture traditionnelle du Québec. Est-ce que dans tes découvertes, Kim, venir jusqu'à maintenant, il y a des trésors? Parce que j'ai l'impression que tu vas apprendre beaucoup de choses, si ce n'est déjà fait, là, mais tu vas apprendre beaucoup de choses par rapport à Montmagny, qui était une ville de musique. Il y a beaucoup de musiciens et beaucoup de professionnels qui ont émergé de ces années-là. Tout à fait. Je dirais ce qui est le plus marquant, c'est, pour moi, mes découvertes personnelles, c'est la popularité des petits bals à l'huile qu'on avait à la radio. Donc, ça veut dire qu'on se réunissait à un emplacement. On avait un groupe de musique qui jouait pendant plusieurs heures. C'était un enregistrement qui était capté en direct, qui était reproduit à la radio à ce moment-ci. Moi, la chose qui m'a le plus étonné, c'est que ça commençait vers 9h, 9h30 environ. Ça s'arrêtait vers minuit pour la diffusion à la radio, sauf qu'en personne, ça allait jusqu'à 2, 3 heures du matin. Donc, on voit vraiment toute l'effervescence qu'il y avait à cet emplacement-là. C'était plusieurs centaines de personnes qui venaient enregistrer à ces émissions en direct-là. Donc, c'est toute cette fascination pour la musique. Les gens dansaient, on avait des calleurs aussi à l'époque pour faire danser la population. Je vous dirais, c'est ce qui m'a le plus marqué personnellement comme petit trésor, je vous dirais, dans les découvertes qu'on fait jusqu'à présent. Il y a une émission qui est populaire aussi, fin des années 70, là, à CKBM, la défunte AM, là, qui présentait cette émission-là, qui a été popularisée par Gilles Vallière, puis il y a eu Claude Gauthier après. On a fait pendant plusieurs années. Et à CFEL, on a repris cette formule-là. Lorsqu'on a ouvert la station en 87, on a repris le bal à l'huile, et ça a été aussi populaire. Les sondages BBM, un samedi soir, là, les agences nationales nous appelaient et nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites le samedi soir? » Puis CFEL, comme on avait un rayonnement beaucoup plus grand, la Côte-de-Beaupré, Québec, alors les gens nous écoutaient de partout parce que c'était rare dans le sens cette musique-là, mais c'était ici l'émission des gens de la place. Tout à fait. Puis tu en parles, Michel, avec l'émission de radio. Moi, j'ai retrouvé un article journal, justement, de ces années-là qui mentionne que c'était plus de 4000 auditeurs qu'on avait à cette époque-là. On menait environ 12 000 de population. Donc, c'était pratiquement un habitant sur trois, comme tu disais, un petit peu à l'extérieur, qui écoutait cette émission-là. Donc, on voit toute l'importance que la musique traditionnelle va avoir pour la population locale. C'est vraiment au travers de ça qu'on vient de montrer aux gens par la réalisation de l'exposition virtuelle. Donc, on ne sait pas trop quand ça va être disponible. Là, on est dans le montage. Dans la recherche, Kim, est-ce que tu peux aussi peut-être citer les gens, ça peut servir à ça aussi, cette entrevue-là. Éviter les gens s'ils ont de l'information. Tout à fait. Tout à fait. Si on a de l'information sur les petits bals à l'huile, les différents orchestres, si on même des photographies anciennes, que par exemple, comme on disait, à la Légion canadienne, au Bûcheron ou même au Feu Montmagny Inn aussi, si on a de la documentation, juste à nous écrire ou nous appeler sur les coordonnées qui sont sur le site du Carrefour mondial d'accordéon, puis on va les rappeler pour faire des entrevues, le cas échéant, ou bien prendre leur déposition. Donc, c'est vraiment une espèce d'enquête technologique qu'on fait un petit peu sur ce qui se faisait dans les années 50-70 pour compléter les documents d'archives qu'on a déjà. C'est malheureux de voir que tout ça a disparu. Oui, c'est une évolution, je dirais, de la pratique. On en parlait encore, j'en parlais avec quelqu'un qu'on a interviewé à ce moment-ci qui disait qu'il y a eu une transition en ce qui concerne la musique dans les années vraiment 80 lorsque les discos
sont apparus, donc la musique justement préenregistrée sur des CD. Il y a eu une évolution, sauf qu'on observe une tendance à la réappropriation culturelle dans les années, comme par exemple avec le Carrefour et l'École de musique, on organise par exemple pour les jeunes, des soirées de danse traditionnelle, donc vraiment 7 carrés, par exemple des quadrilles, des choses du genre. Donc il y a une certaine achalandage, donc les gens veulent se réapproprier justement leur héritage culturel. Dans cette optique-là aussi qu'on veut leur présenter, que ça fait plusieurs années à Montmagny qu'on le maintient, cet héritage-là. Kim, on parle beaucoup du virtuel, là, mais j'aimerais qu'on parle de l'aspect physique du musée qu'on peut voir ici au Manoir Couillard-Dupuis. Il nous reste quelques minutes, donc qu'est-ce qu'on peut voir exactement? Parce qu'on l'a réaménagé, on l'a amélioré, on lui a fait une beauté l'an dernier. Oui, tout à fait. C'est dans le cadre justement des fêtes 375e, étant donné que l'accordéon est si important en ce qui concerne le patrimoine immatériel, parce que l'accordéon diatonique va être désigné l'an passé comme étant un patrimoine immatériel du Québec par le ministère des Affaires culturelles et des Communications du gouvernement. Quand on a refait l'exposition, on voulait vraiment rendre l'exposition plus conforme aux techniques muséales actuelles, c'est-à-dire de mettre des informations concises, des images aussi, des artefacts qui viennent parler. Ce qui est très intéressant aussi lorsqu'on visite l'exposition, c'est qu'on la visite avec une tablette intelligente à ce moment-ci. Il y a des codes, donc des codes QR qui viennent donner de l'information supplémentaire, des vidéos, de la musique. Donc c'est vraiment beaucoup d'informations qui est dans la nouvelle mouture d'exposition. Puis aussi on a une section pour les enfants, aussi pour les sensibiliser au plus bas âge par des côtés plus ludiques, donc par des jeux à comment fonctionne un accordéon par exemple, ou quel type d'accordéon qu'on avait. C'est important de mentionner que c'est pas le musée de l'accordéon n'est pas juste disponible dans le temps du Carrefour mondial. Il est tout le temps Oui, on est ouvert à l'année, donc du lundi au vendredi. Est-ce que les gens y pensent de venir le voir? Je dirais que ça dépend des périodes. C'est sûr que les périodes de transition, comme lorsque le beau temps arrive, on a plus de gens. Au gros de l'hiver, quand on a 8 pieds de neige et qu'il fait moins 30, les gens sortent moins. Peu importe où on est au Québec. C'est sûr qu'en période estivale, on a quand même plusieurs milliers de visiteurs qui viennent au musée de l'accordéon, des groupes de l'extérieur autant que des gens de la région. On accueille souvent aussi des groupes scolaires. On a un projet en fait en ce qui concerne le Carrefour, c'est un atelier de sensibilisation aux pratiques de l'accordéon diatonique. Donc les jeunes viennent ici par exemple pour faire des petits accordéons qui fonctionnent et vraiment on vient leur montrer comment se servir de l'instrument. Oui, c'est en partenariat avec l'antenne de développement culturel qu'on a que le tout est réalisé. Ici, on a fait quelques ateliers aussi dans les camps de jour pour vraiment montrer cet héritage aux enfants. Donc, c'est intéressant de voir leurs yeux briller, si je peux dire ainsi, quand ils réalisent vraiment un accordéon à 4 touches, donc 8 notes à ce moment-ci, qui est capable de faire pratiquement l'ensemble de la gamme. Donc, on est capable de vraiment leur montrer certaines petites pièces à l'accordéon. On se dit la capitale de l'oie blanche, parce que ce bel oiseau vient nous visiter 2 fois par année. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on est aussi la capitale de l'accordéon? Est-ce que... je pense qu'il y a d'autres villes, parce qu'on sait, du côté de la France, mais est-ce qu'on pourrait se définir comme la capitale de l'accordéon, avec les Mercerviers et les Rénal Ouellette et tous les grands noms qu'on a ici, là? Je dirais fabricants. Je dirais tout à fait. Du moins, au plan, même, on parle au plan provincial, même au plan, je dirais, national, on est le seul musée qui consacre ses expositions à l'accordéon. Le seul au Canada à ce moment-ci. Puis c'est vraiment une ville qui vibre à l'accordéon. C'est le plus gros festival qu'on a, je dirais, au Québec. C'est bien certain, en fait, bien sûr, pour l'accordéon. Mais on pourrait dire qu'on est la capitale nord-américaine, si on veut, de l'accordéon diatonique. Donc, il faut bien le préciser parce qu'il y a plusieurs types d'accordéon, mais pour le diatonique, c'est vraiment la capitale. On dit Carrefour mondial. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on invite des gens, parce qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes. Il y a plusieurs musiciens qui viennent de partout. On met bien sûr de l'avant les talents locaux, les jeunes aussi de l'école de musique, mais il y a des gens qui viennent par exemple de la Chine, qu'on peut voir, qui viennent de la Thaïlande, qui ne jouent pas tout à fait de l'accordéon, qui jouent du sheng à ce moment-ci, mais c'est un instrument qui va précéder l'accordéon, mais qui fonctionne sous le principe de l'anche libre. On a des gens par exemple d'Italie, de la France, et le reste qui vont venir participer au Carrefour, ce qui permet justement aux gens de voir ce qui se fait aussi ailleurs, parce que nous, la musique traditionnelle qu'on a ici, c'est la même, comment je peux dire, la musique traditionnelle qu'on a ici, c'est celle qu'on entend, donc avec la gigue, par exemple, les quadrilles et le reste, mais la musique traditionnelle d'autres pays, pour nous, c'est un peu plus captivant, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement à ce moment-ci, mais les valses tango, c'est de la musique traditionnelle, mais de l'Amérique du Nord, par exemple, des gigues irlandaises, c'est la musique traditionnelle, mais de l'Irlande, et pour nous, ça fait un petit peu plus de la musique du monde à ce moment-ci, parce que c'est des traditions d'autre part.
Il reste quelques secondes. Je te laisse inviter la population à te donner de l'information que tu recherches pour monter ton musée virtuel. Oui, donc j'invite les gens justement à nous transmettre encore une fois par courriel ou à appeler directement au Carrefour Mondial Accordéon si vous avez des archives photographiques, des cassettes enregistrées, même aussi des prestations sur vidéo, des vieux posters, même aussi de groupes qu'on pouvait voir à Montmagny. Vous avez des souvenirs en lien avec la pratique de l'accordéon par les accordéonistes de Montmagny dans les années 1950 à 1980. Toutes les coordonnées sont sur le site du Carrefour Mondial de l'Accordéon. Kim Gingras, chargé de projet pour le Carrefour et le musée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.